Effectivement, après une table ronde plutôt institutionnelle, on va maintenant descendre sur le terrain, parler d'agriculture. Je vais réinviter Bernard Valuis à me rejoindre, il animera cette table ronde. Et puis je vais inviter à venir à la tribune nos trois témoins intervenants. Franck Laborde, agriculteur, producteur de maïs, président de l'Assemblée générale des producteurs de maïs. Timothée Masson, qui va directeur du service économie de la CGB, la Confédération générale des planteurs de betteraves. Et puis, dernier intervenant, Yann Nedelec, directeur d'Envol, l'interprofession de la volaille de chair. Vous voyez, le maïs, le sucre, la volaille. On va parler agriculture, production, marché certainement, et puis risque ou opportunité de l'arrivée demain de ces nouveaux pays dans l'Union européenne. Merci messieurs, bonne table ronde, belle animation Bernard. Merci beaucoup. Nous avons choisi trois secteurs pour pouvoir parler des conditions concrètes d'impact de l'adhésion future de l'Ukraine et également de la situation actuelle. Nous aurions pu inviter d'autres secteurs autour de cette table, mais nous avons considéré dans ce choix que c'était des secteurs assez significatifs en ce qui concerne les réactions et les analyses que chacun d'entre vous avait pu faire de cette situation. Alors, je voudrais simplement, en introduction, rappeler quand même que l'Ukraine est associée, il y a un accord d'association qui a été signé en 2014 pour une application à partir de 2017, et qu'après, avec donc une série de contingents qui ont été fixés, qui étaient donc des bénéfices commerciaux permettant l'accès au marché européen. Et puis, il y a eu l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Et dès le mois de juin, il y a eu un espèce d'accord, je dirais, de sauvegarde pour l'Ukraine, de lui permettre d'accéder en libre pratique pour l'ensemble des produits agricoles. Avec un grand choc. Ça a été un grand choc pour un grand nombre de secteurs européens et pour les pays limitrophes de l'Ukraine à cette époque. Ces accords ont été révisés successivement annuellement et le dernier accord qui s'appelle accord commercial autonome, c'est un drôle de terme, qui est en application depuis le 29 octobre, a, je dirais, permis, en accord avec les autorités ukrainiennes, de fixer un certain nombre de contingents. Donc nous vivons depuis le 29 octobre avec des contingents pour chacun de vos secteurs. Si je ne me trompe, le secteur du maïs a un contingent de 1 million de tonnes. En ce qui concerne le sucre, c'est 100 000 tonnes, si je ne me trompe. Et vous avez pour la viande de volaille 120 000 tonnes. Voilà donc les différents chiffres qui ont été fixés. Alors, ma première question va aller directement à la situation analysée aujourd'hui dans les différents secteurs. Franck Laborde, la semaine dernière, à l'occasion du congrès des producteurs de maïs, toutes les séances, pratiquement, ont parlé de l'Ukraine et de l'impact, tant en ce qui concerne le maïs grain que le secteur particulier des semences. Quelle est l'analyse que vous avez faite et quelles sont vos réactions par rapport à cette situation actuelle d'association? Alors, merci pour l'invitation et merci pour l'introduction avec des chiffres que je redirai, que j'avais prévu de dire, je verrai si je les redis, mais vous me demandez de faire un état des lieux de la situation, relation Union européenne-Ukraine. Alors, pour caractériser les productions, dans l'Union européenne, nous emblavons 8 millions d'hectares de maïs pour une production d'environ, ça dépend bien évidemment du climat, selon les années, de 60 millions de tonnes de maïs grain. Et à ce stade, il faut comparer avec la production ukrainienne qui est d'environ 30 millions de tonnes de grains. L'Union européenne, après avoir été quasi autosuffisante dans les années 2000, au début du siècle, c'est pas si loin que ça, nous importions un peu moins de 5% de nos besoins en maïs à cette époque-là, importe aujourd'hui, est devenu le premier importateur mondial, et importe aujourd'hui entre 15 et 26 millions de tonnes de maïs, 26 millions étant le record lors de la campagne 2022-2023, on dit qu'on importe environ 20 millions de tonnes, soit un quart de nos besoins, versus 5%, un quart de nos besoins. Et sur ces 20 millions,
entre 5 et 8 millions de tonnes viennent du grand bassin de production ukrainien. À peu près la même quantité viennent du grand bassin de production du Mercosur. Voilà. Donc, le constat, au-delà, quand j'ai rappelé ces chiffres, quel est le constat? C'est que les producteurs de maïs français, parce que vous avez dit que je suis le représentant des producteurs français, mais aussi des représentants des producteurs européens, hein, puisque je préside, on va dire comme ça, la Confédération européenne des producteurs de maïs. L'Union européenne ne cesse de durcir les règles de production pour ses producteurs, notamment sur les moyens de production. Et quelle preuve puis-je apporter pour corroborer ces propos? Je vais encore comparer les 25 dernières années et le rendement produit en Ukraine. Le rendement produit en Ukraine il y a 25 ans était de 30 quintaux. Aujourd'hui, il est de 70. Le rendement produit aux États-Unis était à la même période de 90 quintaux. Il est cette année de 117,8 quintaux. Et le rendement au niveau français, alors là je reviens au niveau français, avec les contraintes que subissent à la production les producteurs, était de 90 quintaux dans les années 2000, il est de 88 quintaux cette année. Donc, le progrès génétique existe sur la plante maïs, mais ce progrès génétique ne peut pas s'exprimer dans les conditions où nous produisons en France. Alors, et c'est ce qui, non seulement en fait enrager les producteurs de maïs, mais contraint, dégrade notre compétitivité et la compétitivité des producteurs de maïs. Donc là, il s'agit des ressources en eau, des produits phytosanitaires. De l'ensemble. Il s'agit bien sûr des ressources en eau, mais concernant les États-Unis, il s'agit du progrès génétique qui s'exprime à travers l'adoption des OGM. Bon, l'Ukraine est non OGM officiellement, mais il arrive voilà, de trouver des choses lorsqu'on importe. Il s'agit surtout des moyens de production. Et il me faut là, à ce stade, parler du coût de production. Le coût de production dans ces pays-là, en Ukraine par exemple, est d'environ 97 € la tonne. Nous avons documenté cela à la GPM. Quand nous, en France, nous sommes au-delà de 200 €, 230, 240 € selon le coefficient diviseur du rendement. Et donc, c'est très directement lié aussi aux moyens de traitement dont nous disposons. Par exemple, nous avons documenté que 62% des produits phytosanitaires utilisés en Ukraine pour produire du maïs sont interdits en France. Vous comprendrez que bon nombre de produits peu coûteux, produits massivement et qui ont des coûts, qui engendrent des coûts faibles, sont utilisés en Ukraine, alors que nous avons des technologies un peu plus élaborées, un peu plus coûteuses, donc ce qui surenchérit nos coûts de production. Alors, Franck, vous avez fait cette analyse sur le secteur du maïs, mais il y a aussi un état des lieux que vous avez présenté au cours du congrès, qui était l'état des lieux sur le secteur des semences, parce que la France est quand même un leader en ce qui concerne la production de semences de maïs et de sorgho, mais au niveau de la fédération comme au niveau de l'Assemblée générale des producteurs de semences de maïs, la question a été débattue assez largement. Ah oui, la question est même brûlante, puisque en 2020, l'Union européenne a donné une équivalence aux semences ukrainiennes pour qu'elles puissent rentrer sur le marché européen. À l'époque, la GPM était bien seule à dire attention, ça pourrait créer une concurrence déloyale, et donc nous nous sommes battus pour que cette équivalence ne soit pas donnée. Nous avons perdu, surtout car l'argument a été, écoutez, oui, on donne cette équivalence, l'Union européenne donne cette équivalence à l'Ukraine, mais le marché des semences ukrainiennes n'est pas en Europe, il est plus à l'Est. Il est en Ukraine et plus à l'Est de l'Ukraine, la Russie. Et donc, il n'y a pas de sujet.
Sauf que, ça a été dit précédemment, je n'ai pas assisté à tous les débats, mais ce marché-là s'est fermé. Et donc, aujourd'hui, il y a les importations depuis 2021. Les importations de semences ukrainiennes ont été multipliées par 72. Les importations par l'Union européenne ont été multipliées par 72, ce qui n'est pas posé sans poser des problèmes aux producteurs, puisque nous avons réduit de fait nos surfaces. Vous avez parlé de la fédération qui gère bien, relativement bien, les acteurs se parlent, et donc nous essayons de ne pas trop produire, donc nous avons réduit de plus de 20% nos surfaces. Nous produisons aujourd'hui 63 000 hectares de maïs semences à comparer à 80 000 qui semblait être le trend normal. Et donc, et une dose sortie usine en Ukraine coûte 50% du prix d'une dose sortie usine en France. Sachant que, ce que je n'ai pas dit, c'est que la France est le premier exportateur mondial de semences de maïs, bien sûr, premier producteur européen. Merci pour cet état des lieux. On reviendra sur la situation du maïs. Je voudrais demander maintenant à Timothée, qui est responsable, donc directeur économique de la Confédération générale des producteurs de betteraves à sucre, de faire la même chose, c'est-à-dire un état des lieux de cette situation et de vos réactions par rapport aux importations de sucre telles qu'elles sont consignées aujourd'hui dans l'accord d'association et dans le dernier accord en application du 29 octobre. Et comme l'a souligné tout à l'heure Yves au cours de la table ronde, ce n'est pas seulement un problème de volume, c'est aussi un problème de prix. Et donc j'aimerais que vous puissiez nous dire quelle est la situation actuelle en ce qui concerne le marché du sucre et la concurrence entre l'Ukraine et les producteurs européens. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Le secteur du sucre en Europe, il est plus ou moins à l'équilibre, en l'Europe à 27. Avec la France qui produit à peu près 5 millions de tonnes de sucre, elle produit pas seulement pour sa consommation, elle produit aussi pour l'Espagne et l'Italie qui sont déficitaires, qui n'ont pas la capacité de faire des betteraves. Dans ce contexte-là, l'Ukraine envoyait avant la guerre 20 000 tonnes de sucre, c'était limité par l'accord de l'époque. Avec la guerre, les barrières se sont ouvertes. Du jour au lendemain, c'est 400 000 tonnes. De 20 000, 400 000 tonnes qui rentrent. Alors qu'on était à l'équilibre, on n'avait pas de besoin de ce sucre. Le marché est intéressant pour l'Ukraine. Cette année-là, malgré la guerre, elle a la capacité d'augmenter ses surfaces de 39% en un an et d'importer ensuite 500 000 tonnes à nouveau. Un état tel que finalement, il y a eu cette suspension, vous en avez parlé, 100 000 tonnes, parce qu'on voyait bien qu'on mettait en péril la filière sucrière. On est bien sur une filière de commodité, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de travailler dans la filière betterave, c'est pour ça que j'aime bien. On est dans une filière de commodité qui illustre parfaitement la problématique prix. On est sur deux modèles qui s'affrontent et qui vont au clash. Une chose est sûre, si jamais l'Ukraine est pleinement dans l'Union européenne, la filière sucrière européenne telle qu'elle est actuellement n'est plus là. Le modèle agricole français, je vous rappelle, vous connaissez un peu la filière betterave, en moyenne un agriculteur il a 140 hectares, plutôt dans le nord de la France, 140 hectares sur l'exploitation, dont 17 en betterave. En Ukraine, il n'y a que 15 groupes qui produisent des betteraves, qui sont aussi propriétaires de sucreries. Astarta, le numéro 1, 210 000 hectares. On est d'un facteur 1 à 1500. On est allé sur place, on a été invité par l'ambassade de France, donc on a constaté, quand on compare, ne serait-ce qu'un chiffre qui est assez parlant, la mécanisation. Si je mesure la mécanisation en chevaux par hectare, chevaux fiscaux par hectare, on est d'un facteur 1 à 15 entre la France et l'Ukraine. On est sur deux modèles qui ne peuvent pas, économiquement, si on le dit de manière tout à fait honnête, qui ne peuvent pas coexister sur un même marché, ce n'est pas possible. Dans ces conditions-là, ce qu'on estime important en cas d'adhésion, c'est qu'il n'y ait pas seulement une équivalence dans les normes sanitaires. On parle beaucoup des normes sanitaires. Nous, on a recensé 29 produits phyto interdits en Ukraine qui sont utilisés dans l'Union. Ils pourront y arriver, parce qu'un grand groupe comme Astarta, les 210 000 hectares, il peut très bien changer ses pratiques rapidement. Oui. Astarta, et en tête, c'est pas seulement de la betterave, c'est aussi 23 000 vaches laitières, c'est aussi 200 wagons à grains en propre, c'est aussi des stockages pour 500 000 tonnes de céréales en propre.
Donc si demain il y a autre chose à faire, il le fera. Si on lui dit de planter des haies, ben, il plantera des haies. C'est pas un problème. C'est une entreprise qui est cotée à Varsovie, c'est une entreprise du coup qui publie ses comptes, vous pouvez voir, on connaît ses coûts de production, on sait qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Mais du coup, ce que ça invite, c'est pas seulement des normes sanitaires similaires en cas d'adhésion, c'est aussi des normes structurelles similaires. Face à ça, si on veut coexister, qu'est-ce qu'on fait? On oblige Astarta à se couper en morceaux pour avoir une taille d'agriculture familiale telle que la PAC le promet en France, en Europe, tel que le modèle a été défendu depuis très longtemps? Ou bien alors, dans l'autre sens, est-ce que quelqu'un ose dire, tiens, pourquoi on n'autoriserait pas en France aussi des agro-holdings? Je crois que c'est ça qui est intéressant aussi dans cette adhésion, c'est qu'on va tellement se fracasser, excusez-moi de l'expression, qu'on est obligé de repenser nos modèles. Alors justement, en ce qui concerne le secteur de la volaille, il y a un modèle différent. Et je pense à une grosse société agro-holding, MHP, qui aujourd'hui investit même dans l'Union européenne. Alors, ce qui me semble intéressant avec le cas de la volaille de chair, c'est de pouvoir voir comment la souveraineté alimentaire, dont Yves Le Morvan a travaillé très largement le sujet dans une note sur la souveraineté alimentaire, le cas poulet. Comment se présente aujourd'hui spécialement la relation entre l'Union européenne et l'Ukraine en ce qui concerne ce marché particulier et quelles sont les conséquences en France? En effet, vaste sujet. Merci aussi de m'avoir invité. Et je pense que mon discours va pas beaucoup varier de celui de mon voisin. En tout cas, les noms vont peut-être changer, les chiffres un tout petit peu, mais l'impact est à peu près le même. Déjà, alors c'est vrai qu'à la différence du secteur de la betterave, nous, en poulet, on est déjà largement déficitaire. Je me concentrerai sur le poulet, pas sur les autres espèces de volailles. Je le rappelle, on est autosuffisant à peine 80% en poulet, plutôt 75%. Et quand on regarde simplement le taux d'importation de poulet sur la consommation, je le rappelle, vous le savez par cœur maintenant, mais un poulet sur deux consommé en France n'est pas produit en France. Au niveau européen, c'est un filet sur 4 consommé en Europe qui n'est pas produit en Europe. On importe déjà à peu près 1 million de tonnes de poulet, soit plutôt du filet de poulet, depuis les pays tiers. Et l'Ukraine représentait 25% de ces importations en 2024. Ça a un petit peu baissé cette année. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Nous aussi, on va constater sur l'aspect normes environnementales, normes de bien-être animal ou autres, on observe aujourd'hui que ce n'est pas les mêmes règles ou les mêmes garanties, que ce soit sur l'utilisation de l'antibiotique facteur de croissance, la directive IED par exemple, toutes ces règles-là, elles n'existent pas forcément, mais pour autant, en effet, quand on regarde le groupe MHP qui détient 360 000 hectares en Ukraine, qui produit presque 60% de la production de poulet ukrainienne, on n'a pas trop d'inquiétude, entre guillemets, pour qu'ils parviennent à se mettre à ce type de normes. Mais ce qui est important de préciser, c'est que c'est le modèle d'agriculture qui est sur place. Aujourd'hui, dans un rayon de 15 km en Ukraine, on peut observer une vingtaine de sites, chacun comportant une quarantaine de poulaillers avec 55 000 poulets dans chacun de ces poulaillers-là. Ce qui fait que sur 15 km², on a à peu près 700 poulaillers x 20. Vous voyez ce que je veux dire? 700 poulaillers, pardon, excusez-moi, tout court, pour 40 millions de poulets. Nous, pour reconquérir 20% de ce qu'on consomme aujourd'hui, on dit qu'en 5 ans, il faut construire 400 poulaillers. Vous voyez ce que je veux dire? En 15 km² en Ukraine aujourd'hui, c'est 2 à 3 fois plus que nous, ce qu'il nous faudrait pour relocaliser 20% de la consommation. Donc évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes modèles. Le prix du kilo du filet de poulet, c'est 2 à 3 fois inférieur à celui qu'on pratique en France. Donc forcément, il y a une très forte inquiétude de la part de la filière volaille de chair par rapport à cette concurrence qu'on estime aujourd'hui déloyale. Et quand une de nos stratégies, et la stratégie de la ministre qui est encore rappelée tous les jours aujourd'hui, c'est reconquérir de la souveraineté alimentaire, on a l'impression qu'il y a quand même un gros paradoxe d'un côté à vouloir nous accompagner à reconquérir cette souveraineté et de l'autre côté à ouvrir les vannes aux importations. Juste une précision, là on se focalise sur l'Ukraine évidemment, mais il ne faut quand même pas oublier qu'au niveau européen, on importe aussi beaucoup du Brésil, du Mercosur en ce qui concerne la volaille et la Thaïlande. Et à la rigueur, si on avait cette logique de réflexion au niveau européen, pourquoi pas de se dire à un moment donné, il va falloir qu'on importe un peu plus depuis l'Ukraine pour différentes raisons. Mais de l'autre côté, ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'on continue de négocier en parallèle 200 000 tonnes supplémentaires qui vont nous venir du Mercosur. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais cette réflexion
globale de se dire, de réfléchir à ces quotas qui s'accumulent jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ne puisse plus, au final, pouvoir développer la production en France. Alors justement, il faut garder le micro. Les conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui doivent faire penser à l'avenir. Et comment vous envisagez l'avenir par rapport à un progrès inévitable des conditions de négociation dans lesquelles le statut de l'Ukraine, de ce statut d'associé avec cet accord commercial, va évoluer vers une intégration différentielle. C'est ce que nous préconisons, ou au moins partielle et par étapes. La question est assez compliquée. Alors déjà, peut-être dire que sur cette question de graduation ou de progressivité, nous déjà on a assisté, alors on a fait passer un certain nombre de messages au niveau de la filière avec nos collègues européens, on a assisté un petit peu à un changement de vision ou de direction de la part de l'Union européenne depuis quelques mois, puisque je le rappelle, en 2024, on était presque à 2023, à presque 250 000 tonnes importées depuis l'Ukraine. Il y a eu des discussions, il y a eu le frein d'urgence et il y a eu le quota aujourd'hui à 120 000 tonnes. On était à 90 000 tonnes avant la guerre, à 40 000 tonnes en 2014. Bon, on peut dire que sur cet aspect-là, on a été écouté, mais j'ai presque envie de vous dire que c'est pas très positif, mais que c'est le maximum de la graduation qu'on peut supporter aujourd'hui probablement. Et encore une fois, je redis ce que j'ai dit en fait, c'est que si on raisonne sur une intégration, on ne s'est pas positionné encore au niveau de l'interprofession sur ce sujet, progressive de l'Ukraine, avec forcément les limites que je viens d'évoquer en matière de distorsion de concurrence et nous, de notre capacité à reconquérir la souveraineté, il va falloir aussi qu'on se pose la question de l'intérêt à poursuivre les négociations en matière commerciale, j'entends, avec, là si je me positionne en poulet, avec d'autres pays tiers, Thaïlande, Mercosur, etc. Parce qu'on va, encore une fois, ces volumes-là vont s'accumuler à ceux qu'on importe déjà d'autres pays tiers. Donc en France, il y a des difficultés particulières, mais on voit bien que d'autres pays de l'Union européenne, tels que la Pologne ou l'Espagne, n'ont pas les mêmes contraintes. Et d'ailleurs, on voit que les investissements de l'agro-holding MHP en Europe peuvent conduire à, non pas l'opposition de deux modèles, mais à l'évolution vers un modèle ukrainien en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe, par exemple, si je reprends le groupe MHP, en 20 ans, c'est 1 milliard d'aides qu'ils ont eu de la part de la BERD, donc de la Banque européenne pour le développement et la reconstruction, et puis de la Banque mondiale. Ils ont récemment investi dans un groupe espagnol qui s'appelle Uvesa. Oui. Ils ont également des sites industriels en Slovaquie, aux Pays-Bas, vers lesquels ils exportent des morceaux de poulet qui découpent ensuite par la suite. Alors, et je le rappelle, là, encore une fois, des morceaux de poulet qui, une fois qu'ils sont découpés, cuisinés ou transformés, il n'y a plus l'étiquetage de l'origine, donc on en perd la traçabilité au niveau du territoire européen. Donc c'est vrai qu'au-delà de ce qu'on a évoqué, distorsion de concurrence, nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est d'importer aussi un modèle d'agro-holding, de ferme-usine, que par ailleurs, dont on est déjà accusé de mettre en œuvre en France dès qu'on construit un poulailler de 25 000 poulets. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à un moment donné, c'est clair que là aussi, en matière structurelle, il y a de vraies questions à se poser. Et nous, ce n'est pas le modèle que la filière volaille française souhaite développer aujourd'hui. Elle ne souhaite pas le développer, elle ne peut pas non plus le développer compte tenu d'un certain nombre de pressions sociétales très fortes. C'est ce que je dis. Il faut le dire. Donc ce n'est pas seulement la volonté, c'est un constat. C'est un constat. Mais alors justement, ce choc entre deux modèles, Timothée, comment vous le voyez dans l'avenir ? Parce que, tout à l'heure, on a entendu que si l'Ukraine est en adhésion pleine et entière, il n'y a plus de production de sucre en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on voit les deux modèles coexister et quelles sont vos prospectives ? Économiquement, objectivement, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir. Alors, d'ordinaire, on dit que c'est la PAC qui permet de sauver les choses quand ça va mal. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. En cas d'adhésion pleine et entière de l'Ukraine, s'il y a bien un pays qui sera légitime à écrire la PAC, c'est bien le pays le plus agricole de l'Union au moment de l'écriture. Ça sera donc l'Ukraine. Donc on peut toujours dire qu'on voudra qu'une PAC nous sauve. Le plus légitime, peut-être, pourrait être l'Ukraine dans l'écriture de la PAC. Donc ça, c'est pas de nature non plus à rassurer beaucoup. Et si jamais je regarde un peu le passé, ça a été fait un peu sur la table ronde précédente, mais pas jusqu'au bout. Sur la Pologne, on n'a pas tellement dit quand même... Finalement, l'adhésion de la Pologne, avec des indicateurs
exploitation agricole française. C'était une bonne chose ou c'était pas une bonne chose? Peut-être qu'on peut avoir le courage de se dire que l'agriculture, en tout cas le betteravier français moyen, est la modèle agricole du nord de la France, au texte 15, au texte 16, même aussi dans les zones périphériques, enfin, n'a pas forcément beaucoup gagné de l'adhésion de la Pologne. Moi, je crois qu'on pourrait le dire. Moi, j'ai des chiffres, par exemple, dans ma filière purement betteravière, avec la fin des quotas, levée des restrictions, 2017, donc c'est bien après, mais évolution de la surface française, moins 1% aujourd'hui, évolution de la surface polonaise, plus 35%. On a fermé 6 usines en 20 ans en France. La Pologne n'en a pas fermé. Donc je crois qu'il faut que l'agriculture française, ou la France, enfin nos responsables politiques, aient pleinement la mesure du danger pour l'agriculture française, pour le modèle agricole français, que représente une adhésion pleine et entière à l'Ukraine. Et c'est que si on regarde totalement, sereinement ce danger, qu'on est peut-être en mesure de se protéger. Mais si on ne le fait pas, moi je ne vois pas de raison que ça ne se termine pas de la même manière que pour la Pologne avec les commodités. Donc on comprend bien qu'il y a des tensions internes à régler dès lors qu'il y a une adhésion pleine et entière, ce que vous venez d'indiquer, et que la politique agricole peut être une solution ou pas. Et c'est donc tout le dilemme auquel on va devoir faire face dans les années qui viennent. Alors, Franck, lors de votre congrès, vous avez, je dirais, présenté d'une manière très intéressante une étude avec différents scénarios. Parce que pour affronter l'avenir, il fallait savoir éventuellement comment se présenter la situation, à la fois pour les producteurs de maïs et pour les producteurs de semences de maïs, et quels étaient les impacts. Et vous les avez chiffrés dans une étude très intéressante qui a été réalisée par Olivier Antoine. Est-ce que, Franck, tu peux nous donner des idées sur l'analyse qui a été faite et les scénarios vers lesquels vous penchez? Alors, je veux bien. Alors, je veux bien vous parler des différents scénarios et je vais préciser un des scénarios, celui qui nous paraît le plus probable et qui est le plus souhaité. Et Madame, vous l'avez dit, un des scénarios est que la Russie gagne cette terrible guerre et que l'Ukraine n'existe plus en tant que telle. Auquel cas, dans ce scénario, l'étude dit que l'impact pour l'Union européenne de la production future de l'Ukraine serait quasiment réduit à zéro, pour différentes raisons. Les deux autres scénarios sont des scénarios où l'Ukraine, à plus ou moins long terme, retrouve une partie ou la totalité de sa souveraineté et continue à être un véritable pays qui pèse dans le concert mondial agricole. Et le scénario que je vais vous décrire est un scénario de rapprochement, alors post-guerre. Alors ça veut dire 2030, 2035, ça, personne, je pense, à ce stade n'est capable de le prédire, mais un scénario post-guerre de rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne. Mais permettez-moi de donner ma vision de la politique européenne. Alors, vous avez vu, je parle beaucoup d'Europe et à la GPM, nous sommes convaincus que notre périmètre, c'est l'Union européenne, ce n'est pas la France. Même si nous défendons les producteurs français et la production en France au sein de l'Europe. Europe à 35. L'Europe, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous considérons que nous avons construit une Europe des consommateurs. Nous avons construit un marché de 450 millions, je crois, de consommateurs. Et nous n'avons pas construit en Europe une Europe des producteurs. Et j'élargis le propos à d'autres secteurs d'activité que l'agriculture. Nous n'avons pas de politique structurante de production en Europe. La PAC en est une illustration. C'est quoi la PAC ? La PAC, c'est une politique environnementale. Dans certains pays, une politique de cohésion du tissu rural. Mais ce n'est pas une politique, depuis de programmation, une quinzaine d'années, ce n'est plus une politique de production
tourner vers le mot que j'emploie pas souvent, mais qui est souvent employé, qui est la souveraineté. Vous comprendrez que souveraineté en maïs, quand on importe 25% de nos besoins, ça ne passe pas. Donc c'est un mot que j'essaie de pas. Donc à ce stade, il n'y a pas de politique publique européenne, et notamment, et c'est un pari perdant-perdant, fait par l'Union européenne, pas de souveraineté donc alimentaire, et pas d'impact écologique massif au niveau du globe, puisque nous importons des standards totalement différents des nôtres. Et j'en viens à votre question. Scénario prospectif, nous avons donc caractérisé que l'Ukraine était en capacité à produire 1 million d'hectares de maïs grain en plus. Et je rappelle qu'en France, nous produisons 1,3 million d'hectares de maïs grain, environ 1,3 million de maïs fourrage aussi. Donc, avec des coûts de production que j'ai décrits, les coûts de production que j'ai décrits précédemment, vous comprendrez la menace que représente cette intégration sauvage, non régulée, non assortie d'une ambition européenne productive et nourricière dans le concert mondial, fait peser sur la France. On estime que, concernant les grains, mais aussi les produits transformés, le poulet en est un excellent exemple, ce pourrait être 3 millions de tonnes, à comparer à notre production qui se situe entre 11 et 13 millions selon les années, 3 millions de tonnes de maïs grain qui pourraient disparaître. Et vous avez parlé du maïs semence. Lorsque nous produisons 63 000 hectares de maïs semence en France en 2024, l'étude montre aussi que 14 000 hectares de maïs semence pourraient disparaître si cette intégration se faisait sans corriger les distorsions qui existent. Donc, de quoi avons-nous besoin? Nous avons, et j'ai commencé mon propos par cela et je le terminerai par cela, nous avons besoin en Europe d'une vraie initiative de politique agricole, déterminer une politique agricole, et au-delà du nombre de consommateurs que nous sommes, il faut que nous intégrions, que nous avons des terres arables d'excellente qualité si l'Ukraine nous rejoint, et qu'il faut que nous ayons l'ambition en Europe de peser dans le concert des grands producteurs mondiaux. Je citerai le Mercosur, par exemple. Voilà. Sachant qu'à nos portes, à notre sud, des pays qui ne disposent pas d'eau, par exemple, vous avez parlé d'eau, attendent après nous pour se nourrir. Alors, cet appel à une modification de la politique agricole et puis aussi de l'ambition de production, avec, je dirais, en toile de fond, l'opposition de deux modèles et comment les faire coexister, parce que c'est vraiment la question. Lorsqu'on se tourne vers les producteurs ukrainiens, comme Olga l'a rappelé tout à l'heure, il y a un certain nombre de parties prenantes, on va dire, du système agricole ukrainien qui n'est pas demandeur d'aide. Ils peuvent produire et exporter sans aide, notamment dans une situation de paix. Donc la question, c'est comment avoir une solution ad hoc qui permette de concilier à la fois les modèles de production et des secteurs que vous représentez. Et je prendrai notamment la référence de ce qui a été fait au moment de l'adhésion, des adhésions précédentes, en ce qui concerne d'une part l'adhésion graduelle, c'est-à-dire avec malgré tout un contrôle des différentes quantités qui sont importées, ça c'est la première chose. Et l'autre point, si on en reste à l'aide à l'hectare, ça a été remis en cause tout à l'heure, si on reste avec un modèle d'aide à l'hectare dans un modèle d'exploitation dite familiale, c'est de savoir comment la progressivité sera mise en application. Vous savez qu'en ce qui concerne les PECO, cela a été très progressif en partant de zéro. Alors, quelles sont vos réactions par rapport à ça ? Timothée. Moi, je veux bien. L'éventuelle mise en doute ou de changer l'aide à l'hectare, c'était pas du côté agricole qu'elle est venue, je crois. Je sais. Non. Donc cette hypothèse d'une PAC à deux vitesses, moi, quand même, ça me fait un petit peu peur parce que la PAC, elle est quand même définie dans le traité fondateur de l'Union européenne. La PAC, elle a un but,
c'est de faire de l'alimentaire bon marché, c'est d'avoir des agriculteurs qui vivent bien, et c'est de produire. C'est marqué dans le traité fondateur de l'Union européenne. Alors d'accord, la Commission européenne, elle a pris un peu des libertés par rapport à ça en faisant une politique aussi environnementale et une politique sociale. Avec une PAC à 2 vitesses, ça voudrait dire qu'en gros, on va dire le bon marché, le volume, on va le laisser à l'Ukraine qui n'a peut-être pas besoin d'argent. Et alors du coup, nous, on va récolter quoi en France? On va récolter juste en fait du sparadrap pour qu'on continue à vivre dans un modèle qui n'est pas économiquement rentable. En fait, on assume pleinement, vous n'êtes pas compétitif, du coup, on vous donnera des fonds pour que vous continuiez à survivre dans un modèle familial à bout de souffle. Je pense que c'est pas du tout ce vers quoi nous, le monde agricole, on a envie d'aller. Je pense qu'en plus, on perdrait toute légitimité par rapport à la population civile, à la société civile, sur le bien fondé d'une PAC. C'est dans ce cadre-là que moi, je ne crois pas non plus à ces 2 points de PAC différentes. D'autant que dans ce schéma-là, c'est un peu ce qu'on nous a vendu quand même avec l'adhésion, l'élargissement pays de l'Est. En gros, vous en sortirez, vous Français, avec la montée en gamme. Continuez sur la montée en gamme. Ça fait 20 ans qu'on nous dit la montée en gamme va sauver le modèle agricole familial français. Mais ça, enfin, on peut le dire maintenant que c'était quand même un gros échec. Et d'où l'importance de regarder ça froidement et d'aborder politiquement ce rapprochement ou ce lien futur en étant très à l'aise sur l'état actuel de l'agriculture française et comment on la défend dans ça. Nous avons préconisé dans la note, et vous le verrez, de pouvoir, je dirais, porter une attention particulière aux zones intermédiaires qui seront touchées, à certains secteurs. Mais dans l'ensemble, vous êtes encore tous, les trois secteurs, très marqués par le choc de 2022, la mise en libre pratique et des importations très, très importantes, ce qui conduit à avoir une attitude plutôt négative. Il n'en reste pas moins, et je pense que Olga tout à l'heure l'a fait, a invité à voir quels sont les éléments de coopération et qui permettraient, dans une dynamique de l'agriculture ukrainienne elle-même, de pouvoir trouver des solutions différentes de celles que les scénarios les plus noirs présentent pour l'agriculture française. Juste un petit point, parce que c'est vrai que je suis négatif. Mais très franchement, un indicateur économique pour la ferme France, suite à l'adhésion polonaise, qui me disent que j'ai tort. Un indicateur qui me dit, oui, l'adhésion polonaise, pour la ferme France, c'était bien. Et si vous l'avez, eh ben je change d'avis. Je crois que ce qui a été important, c'était l'amarrage de ce pays. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, et ça a été largement débattu tout à l'heure, c'est l'amarrage de pays qui sont demandeurs et se poser aussi la question de la non-adhésion et de savoir à ce moment-là comment se présenterait la situation avec un pays concurrent hors de nos frontières. Hors des frontières de l'Union européenne. Franck, comment vous voyez cet aspect-là, d'une manière plus positive? C'est-à-dire, je sais que les établissements de semences peuvent être à la fois dans l'Union européenne et en Ukraine. Il peut y avoir des coopérations en ce qui concerne la transformation des produits. Comment vous voyez les choses d'une manière plus positive? Alors, vous m'interrogez sur le positif, c'est pas dans mes notes, donc j'enlève mes lunettes. Oui. Mais résolument, enfin, moi je crois que mon propos, même si nous faisons un constat à ce stade très dur sur la politique agricole européenne et sur notre capacité agricole à nous en sortir, à ce que nos territoires ruraux, vous voyez, je reviens au négatif, à ce que nos territoires ruraux, l'économie perdure dans nos territoires ruraux, parce que c'est de ça aussi dont on parle. Sur le plan positif, je le redis, c'est réellement la nécessité pour l'Union européenne de se doter d'une ambition, avec des marchés ciblés, avec, il est un peu tôt pour répondre précisément, oui, mais peut-être effectivement une partie de notre production destinée à l'export, au grand export pour des pays qui nous attendent. Et ça, c'est certainement possible. Et nous y croyons. Mais aujourd'hui, cette volonté politique n'existe pas au niveau européen. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Prenons l'exemple des NGT.
Prenons l'exemple des technologies de sélection que tout le monde entier a adopté à part l'Union européenne. Ça fait plusieurs années, 4-5 ans, que nous tergiversons dans l'Union européenne pour savoir si nous allons pouvoir disposer de plantes un peu plus résistantes à certains agresseurs, ce qui, au passage, nous permettrait d'utiliser moins de produits phytosanitaires, potentiellement. Donc, ces débats n'ont plus lieu d'être, de durer aussi longtemps en Europe. Et je pense que les producteurs français, j'étais ce matin à la FNSEA, où nous avons abordé les sujets des difficultés des céréaliers français, notamment, et de la rentabilité de nos fermes. Aujourd'hui, je crois qu'ils vont le dire très fortement. Ils vont même aller le dire à Bruxelles courant décembre. Ces contraintes-là, nous ne pouvons plus les supporter. Et si, effectivement, nous libérons la capacité à produire en Europe, alors les producteurs, selon moi, les producteurs français auront une autre vision de la potentielle arrivée de nouveaux membres, 35, dont l'Ukraine. Le chemin est possible, mais le chemin est lié à l'ambition que nous allons nous donner. Ce n'est pas très concret ce que je vous dis, mais c'est quand même très politique et très stratégique. Je crois que nous avons une question là. Alors, on va revenir à cette question d'ambition politique pour conclure. Nous avons plusieurs questions. J'en ai déjà une personnelle. On a fait un constat un peu alarmiste ou négatif dans ce que vous proposez. Mais est-ce que l'intégration, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, on a pu parler des pays des Balkans occidentaux. Est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité pour l'Europe et les filières agricoles européennes actuelles de se réorganiser, de se développer sur des nouveaux marchés, d'avoir un accès via la mer Noire à d'autres continents, au-delà voilà, ça, plus globalement, sans vouloir focaliser uniquement sur l'Ukraine, mais globalement, est-ce que ça ne peut pas être une opportunité de penser différemment l'agriculture de demain en Europe ? Peut-être juste sur la question de la volaille, je suis malheureusement pas sûr. Encore une fois, on est dans une stratégie d'essayer de reconquérir de la production, donc forcément, quand on regarde les modèles ukrainiens, ça nous paraît très compliqué, enfin si ce n'est impossible de rivaliser. Je voudrais juste revenir sur la question justement de la PAC. Nous, en filière volaille de chair, on est assez, je ne sais pas comment m'exprimer, mais en tout cas, la PAC, en tant que telle, on n'en bénéficie pas au sens d'aide à la production, ni à l'hectare, ni aux aides couplées. Bien sûr que sur les aides à l'investissement, on en profite. Et justement, là-dessus, je ne sais pas comment on va faire avec l'entrée de l'Ukraine sur cette question-là, mais quand on regarde la Pologne, ce qui s'est passé depuis leur entrée jusqu'à aujourd'hui, ils ont augmenté par exemple leur production de poulet de 300%. Pas parce qu'on a distribué des aides à l'hectare ou des aides couplées à la production de poulet, parce que les aides à l'investissement ont été optimisées, utilisées d'une certaine manière et surtout pendant plusieurs années, qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Après, sur les aspects positifs ou sur un changement de vision depuis la France avec l'intégration de l'Ukraine. Moi, j'ai échangé avec quelques opérateurs aujourd'hui sur le terrain. Là aussi, malheureusement, j'en ai peu qui m'ont dit que ça pourrait changer les choses positivement. En génétique, on fait déjà du commerce avec l'Ukraine. D'un point de vue administratif, l'entrée, ça pourrait simplifier certaines choses, mais d'un point de vue économique, il n'y a pas grand-chose qui changera. Et après, sur la partie, encore une fois, sur la partie plus viande, là, malheureusement, c'est un aveu d'échec d'entrée de jeu. C'est pas possible de rivaliser sur ces questions-là. Oui, et vous m'avez interrogé sur le maïs semence tout à l'heure, et je vais donner un contre-exemple pour donner un peu d'espoir aussi. Les pays de l'Est, lorsqu'ils sont rentrés, les derniers pays entrants, Roumanie, Pologne, en termes de productivité concernant le maïs semence, avaient un avantage compétitif de 30% par rapport aux productions. Alors là, c'est 1 sur 2 avec l'Ukraine, on part de plus loin, mais avaient un avantage compétitif de l'ordre de 30%. Aujourd'hui, avec un processus notamment d'évolution des normes dans les pays, la France est plus compétitive que la Roumanie, par exemple, concernant la production de semences de maïs. Donc, tout n'est pas perdu. À partir du moment où... Pourquoi ? Parce que ces pays-là ont fait évoluer leurs normes de production au champ,
dans les usines, etc. Il s'agit de... Nous étions très inquiets lorsque ces pays-là sont entrés dans l'Union européenne et nous avions un peu la même analyse. Alors, pas tout à fait, parce que le delta n'était pas le même, mais l'entrée de ces pays-là et l'évolution de leurs normes a fait que quand même, la France a su rester compétitive, mais ça a pris 15 ans. Hein. Enfin, oui, alors c'était justement, 2007, je crois, dans le processus d'adhésion, il y a quand même l'utilisation, l'application de toutes les normes qui sont utilisées dans l'Union européenne. Et en particulier, lorsqu'on se réfère au ministre actuel de l'Agriculture en Ukraine, tous les efforts sont faits pour pouvoir, je dirais, avoir une convergence avec l'ensemble du système de normes et notamment d'autorisation de produits. Je sais que pour le sucre, par exemple, on ne va pas retrouver les produits, mais cela peut changer complètement la donne si les mêmes normes en termes d'application de produits, notamment phytosanitaires, et un certain nombre de normes environnementales sont appliquées, qui changeraient les conditions de production en Ukraine, au détriment d'ailleurs de l'appareil productif. C'est-à-dire que c'est un rapprochement par convergence. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le secteur du sucre, par exemple. Moi, je pense que les groupes qui sont betteraviers aujourd'hui en Ukraine sont des structures. On a vu, il y en a peu, très grosses, très jeunes. Oui. 1999, la plus vieille, je crois, c'est quand même très jeune. Avec à la tête des gens hyper agiles, hyper habiles, qui calculent, qui font leur rotation. Ça m'a étonné. Ils calculent l'EBITDA prévisionnel par hectare. EBITDA prévisionnel par hectare en sucre, c'est ça. Bon, je vais plutôt faire du tournesol. C'est comme ça qu'on réagit. Et puis si on veut faire plus 40%, on peut faire plus 40%. Nous, si on fait moins 10%, on risque de perdre nos points éco-régime. Bon, c'est autre chose. Mais donc, ils peuvent vraiment faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc, les normes, ils iront à plein. Ils trouveront les moyens. Ils sont futés, ils sont intelligents, ils sont techniques, ils sont pros. Ils trouveront les moyens d'appliquer les normes. Et moi, le sujet, c'est plutôt la norme structurelle. Comment est-ce qu'on affronte de plein fouet, comment est-ce qu'on accepte de traiter cette problématique de normes structurelles? Une exploitation de 140 hectares ne pourra jamais rivaliser avec une exploitation de 210 000 hectares. C'est une question que nous avons longuement exposée dans la note, vous la retrouverez. Je pense qu'il y a une question qui est posée. Il y a des questions qui fusent en ligne. Marie-Cécile Damave, des questions à poser à nos intervenants. Oui, il y a effectivement plusieurs questions des personnes qui nous suivent à distance, en particulier sur les investissements français en Ukraine. Donc il y en a une qui indique: faut-il investir en Ukraine qui a un coût de la main-d'œuvre inférieur à celui de la France avec un différentiel estimé à 10 fois? Et puis une autre question dirigée vers Franck Laborde. Est-ce que les surfaces sur lesquelles travaille l'Imagrin en Ukraine sont comptabilisées dans l'Union européenne ou en Ukraine? Je ne sais pas s'il va pouvoir répondre. Oui, vas-y. On commence par la deuxième question alors. Alors, sur la deuxième question, je vais élargir. Les surfaces qui sont tous les semenciers mondiaux quasiment tous les semenciers mondiaux sont présents directement en Ukraine ou en sous-traitance. Et donc, concernant tous ces opérateurs-là, effectivement, les surfaces sont comptabilisées en Ukraine et absolument pas en France. Et je reviens sur l'équivalence à la GPM. Nous luttons justement contre les importations, y compris du semencier français que vous avez cité, l'Imagrin. S'il advenait que l'Imagrin importe des semences ukrainiennes, bien sûr, nous souhaitons que ces ces doses ukrainiennes, bien sûr, nous souhaitons que ces doses ne rentrent pas en l'état sur le marché français européen. Pas d'ambiguïté à ce sujet-là. Sur la première question. Faut-il investir en Ukraine? Faut-il investir en Ukraine qui a un coût de la main-d'œuvre inférieur à celui de la France, avec un différentiel estimé à 10 fois? Je vais vous dire ce qu'on croit savoir de ce qui se passe. Moi, je suis un paysan français. Donc, je ne vais pas dire à mes collègues, je ne sais pas si la question c'est est-ce que les agriculteurs français doivent investir en Ukraine ou est-ce que les entreprises françaises doivent investir en Ukraine. Moi, je ne vais pas dire aux paysans français allez investir en Ukraine. De toute façon, chacun est souverain de son patrimoine, il fait ce qu'il veut. Mais pour répondre à votre question, de ce que je sais, les investissements des semenciers mondiaux, de l'ensemble des opérateurs mondiaux, continuent aujourd'hui en Ukraine, dans des outils de production de semences de maïs. D'accord.
Et moi, Timothée. une piste de réflexion. Astarta, premier groupe, coté à la bourse de Varsovie, donc polonais. Question. Deuxième groupe, Question dans la c'est une salle. succursale. L'actionnaire majoritaire est Pfeffer Langen, un sucrier allemand. Troisième groupe, Signet, un fonds de pension britannique. Voilà. Donc effectivement, si jamais vous avez une vision demain, l'Ukraine dans l'Europe, j'ai posé une question de manière un petit peu choquante, mais vous préféreriez investir dans un groupe ukrainien ou dans une exploitation française? Alors ici, je crois qu'il y a une question dans la salle, non? Il y a une question dans la salle qui n'apportera pas la réponse. Hein. Attendez, on va vous apporter un micro. Et si vous pouvez vous présenter, Martine. Oui, bonjour, Martine Léguy-Ballois. Je suis avocat et je suis associé à Farm et Eat Europe à Bruxelles sur des cercles de réflexion, think tank. Alors, depuis le début, là, messieurs, vous présentez vos chiffres et effectivement, bon, vous ne nous révélez pas quelque chose d'inconnu, toutes les difficultés qui sont venues depuis la guerre en Ukraine et tout ce qui a été permis à l'Ukraine. Moi, j'ai une question principale. Moi, je suis inquiète aussi par rapport à la politique européenne parce qu'on voit bien que pour l'instant, on s'oriente plus vers de la subsidiarité, c'est-à-dire pas vraiment une politique commune. On a déjà une concurrence interne compliquée. Je ne vois pas comment, si on s'oriente vers ce qui est prévu actuellement, on va régler les choses. Et je ne vois pas non plus, comme vous le disiez, très structurellement, comment on peut réduire la taille en Ukraine des élevages pour les faire correspondre à peu près à ce qui se passe en France. Je ne sais pas comment on va les répartir, là, ça serait un peu compliqué. Ils ne vont pas vouloir revenir en arrière. Donc mes deux questions. Première question, c'est à Madame la ministre de l'Agriculture en Ukraine. Je serais quand même effectivement intéressé que vous me disiez, que vous explicitiez ce que vous disiez tout à l'heure qui me paraît évident. Est-ce que vraiment les Ukrainiens ont envie pour l'agriculture de rentrer dans l'Union européenne? Parce que là, ça leur donnera quand même beaucoup d'obligations. Et la deuxième, quelque chose dont on ne parle pas très souvent, mais dont que M. Masek a évoqué, quelles seraient les pertes de la non-adhésion de l'Ukraine? Vous dites qu'il faut faire attention. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu dans votre travail, je l'ai vu, là, agridé, géopolitique, éthique. C'est pas économique, ça. Hein. Géopolitique un petit peu, mais éthique, je suis pas sûr que ça convaincra ces messieurs. Alors, on va commencer avec la deuxième question. Quel serait le résultat pour chacun de vos secteurs de la non-adhésion? C'est M. Masek qui l'évoquait. Oui. Il est parti. Alors Statu après, quo ça dépend. La non-adhésion avec un statu quo aujourd'hui, la conséquence ce serait les 120 000 tonnes. Et à ce moment-là, si on est persuadé d'avoir toujours 120 000 tonnes, c'est quelque chose, d'importation de poulet, c'est quelque chose qu'on peut sans doute, j'allais dire, en tout cas, ça, en matière de visibilité, ça stabilise les choses. Mais je redis encore une fois, pour la troisième fois, c'est que le problème, c'est pas que l'Ukraine sur ces questions d'import, c'est que tout s'accumule. Après, quand même. Vous dites que c'est problématique depuis le début de la guerre, en tout cas sur les faveurs qui ont été accordées. Mais il faut savoir quand même que l'accord qu'il y a avec l'Ukraine existe depuis 2014 et que, je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais que les 40 000 tonnes de quotas qui avaient été accordés en 2014, ils ont largement été dépassés parce que contournés pendant 5-6 ans jusqu'à 2022. Donc de toute façon, si c'est le statu quo aujourd'hui, nous, on ne s'en contentera pas, on continuera, parce que nous avons cette stratégie de reconquête de la souveraineté et de maintien de l'agriculture familiale en France, on continuera à s'opposer à ces importations, qu'elles viennent d'Ukraine, du Brésil ou de Timothée et Franck, sur cette question. J'ai un peu la même chose, ça veut dire qu'on a les 100 000 tonnes éternellement, 100 000 tonnes sur un marché mature. C'est une exploitation, c'est une sucrerie française qui du coup n'a plus tellement de débouchés puisqu'il y aura un débouché ukrainien. Donc c'est la fermeture d'une seule usine. Merci madame pour cette question parce que c'est une question que l'on ne me pose jamais et je vais tenter d'amener une réponse. La non-adhésion à ce stade, dans les conditions, et vous avez parlé, cher Bernard, du contrat d'adhésion. L'adhésion. Oui. Pardon. Ouais. L'intégration différentielle. Voilà. Aujourd'hui, au-delà des quotas qui sont en maïs, au-delà des quotas qui sont accordés à l'Ukraine d'exportation vers l'Union européenne, 1 million de tonnes, vous l'avez dit, de grains. Globalement, 2 millions de tonnes si on considère l'amidon qui est importé, une partie des poulets qui sont nourris avec du maïs, 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, les 7
5 à 8 millions de tonnes qui rentrent dans l'Union européenne issues d'Ukraine ne supportent aucune barrière. Aucune taxe, aucun droit de douane. Et on va parler, je pense, plus tard de ce que nous préconisons. Mais la non-adhésion en l'état, sans mesure corrective, clause de sauvegarde pour les semences, et on parlera certainement des autres sujets, n'est pas non plus supportable pour les producteurs français. Donc le statu quo n'est pas acceptable. D'accord. Alors, juste, Olga, vous aviez une question, est-ce que vous pouvez répondre? Yeah, thank you. It's quite a discussion, gentlemen. It's difficult when we are talking about the separate or particular, let's say, industries and sectors. It's always an issue. But let me be a straightforward lady. Yeah. So I mean, everybody wants to have free market and no barriers and everything possible when you are exporting. Yeah, so you want to have access to the markets and be there, the champion. But if you see their competition from other side, like from Ukraine or Mercosur or whatever, so we are trying to close the doors. So that doesn't work like that, I suppose, in general. And we have to think here about really, again, this bigger or larger picture. First of all, accession, that means, as I said, rise in the standards, even for the larger companies, for the agro holdings. It's about higher standards. It's about different taxation. Don't forget that. It's about some other social, I would say, responsibilities, etc., etc. So it's different agricultural and economic and tax policy framework would be for them. So I suppose in that case, the price of their products definitely will be not the same as right now, when they are exporting from Ukraine, but at the same time registered some there, Cyprus, Luxembourg, etc., etc. So we know all that. The second thing, we are talking about a large, like a starter, clearly, and that's. I mean, we cannot do much about that because it was an evolution of a sector. Well, again, the agricultural policy, economic policy allowed to do that. Such a concentration of land. We are now dealing this new stage of the land market, agricultural land market in Ukraine. And well, maybe it makes sense to think how to work out there, so to a little bit to I don't know, I mean, to change regulations in that field. But I don't think that it would be possible, I don't know, to create out of MHP 100 MHPs or out a starter 100 starters just to break them down. It wouldn't work. I don't think so. And that's not right. In fact, so it's not right to do that. And please don't forget, we have in Ukraine also. I didn't show that statistics today, but I'm absolutely sure that you know that. The structure of production is also not so dominated by agri-holdings. And that's an interesting point because we do have small agricultural producers as well. Okay, again, small in Ukrainian, on Ukrainian conditions. That means that we do have like 500 hectares, farmers, 200 hectares farmers, etc., who are also producing, some of them producing cereals, some of them producing something else, I don't know, oil seeds, soy, rapeseed, whatever. And somehow we are not in a direct competition with large agro holdings, so everybody finds its niche. So there is place for everybody. I mean, there are smaller producers, they maybe export less, or they are working with some national traders, processors, they are trying to cooperate. And I think that this kind of also, like I see now that French angst, German angst, or Polish angst, that's something even more. It's a little bit, really
it's about yesterday. It's not about tomorrow, how the situation is going to look like when Ukraine really accesses in European Union. You don't forget about that, please. So, I mean, we are already now in this process, like, you know, by the way, labor costs are also not so low anymore in Ukraine. And answering the question about the investments, more than 150 European farmers were working in Ukraine before the full-scale invasion. Yeah, so 450. I don't know how many from France, but yeah, a lot of them. And we also have maybe to talk to them, yeah, because most of them have just only a couple of hundred hectares, maybe a couple of thousand hectares, which is mid-size, yeah, in Ukraine. And we were absolutely okay and I think happy and not somehow, you know, put it down by a startup or MHP, etc., etc. And yeah, I can imagine, even my last point, we have to think about the change of the structure of production, agricultural production in European Union in general. When we are talking about then we are talking about the global competitiveness. Again, I'm coming back to that. That this is a very, very serious issue, and that's definitely not from today to tomorrow. But because of climate change, because of all these changes which are happening, generational, etc., etc. Somebody of you, I think, said that that could be that 100-hectare farm will not be like, you know, a survival model for the next 10, 20, 30, 50 years. So I don't know. Maybe some of their production, animal production, maize production, will shift towards east, including Ukraine, and something new will arise here because we do have also questions about some industries in European Union which are pushing down our, let's say, dairy, a good example right now, so some of the farmers in Ukraine are now complaining about the dairy industry from Europe because, you are like flowing the Ukrainian market with dairy products without borders, without taxes, etc., and our dairy sector is dying. Thank you very much, Olga. Vous avez le dernier mot parce que j'ai vu que l'horloge nous avait condamnés à clore cette table ronde. Alors je suis désolé. Je pense simplement que vous avez apporté un élément important pour chacun des secteurs. C'est de penser que l'Ukraine va changer dans la production, dans les systèmes de structure de production, s'il rentre dans le processus d'adhésion et que d'un autre côté, c'est vrai, il y a une évolution de l'ensemble de l'agriculture européenne qui est en route et qui est nécessaire. Et que les deux devront converger à un terme relativement long, mais je pense que c'est un petit peu le message qui a été porté. Merci beaucoup. Merci, messieurs, on peut vous applaudir. Merci.